Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre. C'est Nina et Camille. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Guénaëlle Abarnou, qui est l'administratrice du TPM, donc Théâtre Public de Montreuil. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur le podcast. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une définition plutôt large de votre métier, de ce que vous faites au TPM ? C'est plusieurs questions, ça. Parce que, qu'est-ce que c'est que mon métier et qu'est-ce que je fais ici ? Donc moi, je suis administratrice du théâtre. Foncièrement, un poste d'administrateur, que ce soit dans un théâtre ou dans une compagnie ou dans une plus petite structure, c'est celui à qui il va incomber la charge particulièrement du budget de la structure. Au niveau de la prévision budgétaire, au niveau du suivi, au niveau du bilan, celui qui va s'assurer qui va aussi faire des demandes de subvention, enfin en gros qui va s'assurer que le budget existe et le compléter par tout moyen possible et inimaginable. Ça peut aussi être celui qui a en charge toute la partie ressources humaines et donc tout ce qui va pouvoir concerner les recrutements, les contrats, les salaires, etc. Tout dépend de la taille de la structure dont on s'occupe. En l'occurrence, ici, je ne suis pas du tout toute seule, loin de là, puisque au Théâtre Public de Montreuil, outre moi en administration, j'ai également 2 comptables qui travaillent avec moi. Un qui travaille sur toute la comptabilité pure et l'autre qui s'occupe de toute la comptabilité de paye, tous les salaires. Il y a une directrice de production qui a en charge les budgets de production et qui a avec elle des chargés de production et des administratrices de production. Et qui elle aussi va forcément assumer toute une part budgétaire. Et je ne suis encore moins toute seule puisque j'ai une directrice adjointe qui, dans un centre dramatique national, un CDN est toujours dirigé par un artiste. Et donc cet artiste est quand même très souvent accompagné d'un directeur plus administratif, on va dire, qui l'aide à tenir son rôle. Est-ce que, on va partir sur un peu la chronologie de votre parcours. Comment vous êtes arrivée ici ? Alors, il y a très très longtemps, moi j'ai fait une formation d'administration de spectacle vivant à l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui est actuellement à Lyon et qui est connue pour ses comédiens particulièrement, qui était l'école de la rue Blanche, mais qui a aussi d'autres départements. Ça fait plus de 20 ans maintenant. J'ai travaillé dans plein d'endroits différents. J'ai été très longtemps intermittente. J'ai travaillé au Centre chorégraphique de Créteil, au CDN de Normandie, au Théâtre de Cornouailles à Quimper, au Théâtre de l'Est parisien, à Arcadie, je cherche, j'oublie, à l'Arcal pendant 7 ans, qui est une compagnie de théâtre lyrique et musical. Avant d'arriver ici. C'était mon premier CDI, c'était à l'Arcal où je suis restée 7 ans avant d'arriver ici, où je suis depuis septembre 2019. D'accord. Et en fait, toutes les structures dans lesquelles je suis passée ont un point commun, c'est que c'était que des lieux qui avaient un intérêt ou un certain pour la création, que c'était pas uniquement des lieux de diffusion. Même le théâtre de Cornouailles à Quimper, à l'époque où j'y étais, c'est une scène nationale, mais c'est une scène nationale qui avait un centre de création. Et Feu Arcadie aussi, certes, eux ne créent rien directement, mais évidemment un accompagnement très marqué pour la création et les équipes artistiques. Donc toi, tu as fait l'ENSAT. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de parcours pour devenir administrateur ? Il y a énormément de formations de master. Il y en a qui s'appelait gestion et mise en œuvre de projets culturels. Il y en a qui s'appelle management culturel. Il y a un parcours à Dauphine, par exemple, je sais qui est assez réputé aussi. C'est des formations universitaires qui sont plus courtes que l'ENSAT, puisque c'est potentiellement des formations qui sont sur 1 ou 2 ans selon le type de master.
Après, dans le métier, on croise des gens qui ont fait plein de choses différentes. On en croise régulièrement qui ont un parcours à Sciences Po, ce qui n'a rien à voir, ou qui ont un parcours en école de commerce aussi. Donc après, tout est possible. Et quelle est la différence entre un management normal et un management culturel, par exemple? C'est une bonne question, mais moi j'ai pas fait une formation de management culturel, donc j'ai toujours du mal à comprendre ce qu'on met exactement derrière, mais je vais dire n'importe quoi, mais le monde, on est dans une entreprise, comme n'importe quelle entreprise, donc forcément on peut parler de management, pour autant on est quand même dans un domaine qui est spécifique avec un rapport entre les gens, un rapport au travail, un rapport au temps de travail, à la journée, aux espaces de soirée. Enfin, on travaille les soirs, on travaille les week-ends, on passe du temps avec des gens sur des moments informels. Du coup, on est dans un monde de l'entreprise qui est quand même un peu différent de celui de BNP Paribas, par exemple. Mais c'est possible d'arriver à un poste d'administrateur, d'administratrice sans avoir fait d'études particulières, je sais pas, en grimpant les échelons ou... On peut commencer en tant que comptable et... Il y a beaucoup d'études, les comptables, quand même. Déjà. Bah, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Il y a on peut être comptable avec un bac+2. Hein. Il y a effectivement des structures dans lesquelles les comptables sont... Il y a des comptables qui sont progressivement devenus administrateurs adjoints et puis administrateurs. Je pense pas que ce soit... il n'est pas indispensable, à mon sens, d'avoir fait des études spécifiques. Je pense quand même qu'il est indispensable d'avoir fait des études. Et oui, on peut gravir des échelons. À l'heure d'aujourd'hui, on trouve tout un tas de gens d'une génération au-dessus de la mienne, j'ai quand même envie de dire, tout de même, qui n'ont jamais eu le bac, quel que soit, et en technique et en administration. Je suis pas sûre que ce soit si vrai que ça pour les années à venir. Quelles sont les qualités principales nécessaires pour être administrateur? Je pense de la rigueur, l'anticipation, l'écoute aussi, l'écoute de beaucoup de choses, hein, l'écoute des gens, mais l'écoute... c'est terrible ce que je dis. L'écoute budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a des quand on gère un budget global qui peut être assez volumineux, il y a un moment, c'est une question peut-être de sensation, mais c'est nul de dire ça, mais parce que tout est dans le détail et l'accumulation des détails pour faire un grand budget, mais n'empêche que on ressent ou on ressent pas vers la direction qu'on est en train de prendre, et là où on prend des risques et là où on n'en prend pas. Mais du coup, au-delà d'être un métier administratif, c'est aussi un métier qui est très humain. Oui. Voilà. Ben oui, forcément, on est nécessairement en contact avec tous les autres services. Même si, effectivement, il y a toujours un côté, comme les techniciens pourraient se définir dans le travail de l'ombre, mais sans la technique, le spectacle n'existe pas. Et si on l'éclaire pas, le spectacle n'existe pas. Mais de la même manière, sans quelqu'un qui pilote les budgets et qui trouve les sous et comment les mettre comment les dépenser à bon escient dans le bon sens, ça n'existe pas non plus. Et pour ça, on peut pas être tout seul. C'est évidemment dans le rapport aux autres et à la confiance mutuelle qu'on arrive à construire. Est-ce qu'il y a une demande forte pour ces postes? Oui. Ouais. Oui, beaucoup. En ce moment, beaucoup. Là, on est dans une période où ça devient compliqué de recruter des administrateurs. Il y a plein de structures qui sont en recherche assez désespérées je veux dire particulièrement en province, c'est pas vraiment vrai, mais les structures de province ont du mal à faire venir des gens jusqu'à eux. Il y a des lieux qui restent sans personne pendant quelques mois parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Vous pensez que c'est dû à un manque d'éclairage du métier ou justement trop d'éclairage sur tout ce qui est artistique? Je sais pas vraiment.
comme beaucoup de, je pense, comme beaucoup de métiers, la période Covid, comment dire, a fait se repositionner plein de gens sur leur rapport au travail et sur l'investissement qu'ils avaient aussi envie d'y mettre. Et c'est vrai que les métiers de la culture ne sont pas des métiers qui payent bien, il faut le dire. Et qu'à un moment c'est aussi un choix et en ce moment le choix les différentes périodes qu'on vient de vivre ont motivé plein de gens à se recentrer sur eux, leur famille, leurs amis, ce qui s'entend aussi parfaitement, mais du coup de mettre à distance les métiers qui sont trop chronophages. Et c'est des métiers chronophages. C'est chronophage, mais quand on est passionné, je suppose que c'est aussi beaucoup de bon temps et de nouvelles relations, des rencontres qui se font. C'est heureusement satisfaisant, sinon on ne trouverait vraiment plus personne. C'est très compliqué. Je confirme. Ouais. Mais c'est compliqué de motiver des nouveaux gens, en fait. Puisque il faut, pour savoir que c'est satisfaisant, il faut l'avoir tenté. Est-ce que vous prenez des stagiaires ? Oui. C'est bon à savoir. Parce que ne serait-ce que pour découvrir, justement... Au théâtre, on prend des stagiaires dans à peu près tous les services. Après, c'est dans la mesure de nos possibilités aussi, parce qu'on n'a pas des locaux extensibles. Donc, ne serait-ce que ça, c'est un premier frein. Et puis, on essaye aussi de prendre des stagiaires quand vraiment on sait ce qu'on peut avoir à leur confier. On ne prend pas des stagiaires quand on ne sait pas ce qu'on va pouvoir leur donner. Juste pour faire des photocopies. Voilà, un stage café photocopie, c'est pas un stage. Et justement, le recrutement d'un administrateur est particulier. Oh là là, pardon, je n'arrive pas avec cette expression. Et justement, le recrutement d'un administrateur est particulier, spécial, comparé à d'autres métiers, ou c'est un recrutement normal ? Ça marche au réseau, peut-être ? Tout se tente, hein, en ce moment, dans les recrutements, tout se tente. Hein. Le réseau, les réseaux sociaux, les LinkedIn, les machins. Et après, comme quasiment tous les métiers de la culture, les offres sont publiées sur Profil Culture en premier lieu. De temps en temps sur Pôle emploi, mais il faut dire pas tout le temps en vrai, parce que le réseau sait on sait que les métiers de la culture, on va trouver sur Profil Culture en gros. Après, on cherche toujours le mouton à 5 pattes, hein, donc par définition, à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, on est à la recherche de quelqu'un qui aurait de l'expérience mais qui serait jeune, qui du coup qui serait ok pour pas non plus être payé des milliers et des cents, et qui serait disponible, et soir et week-end. Quel est l'aspect que vous préférez dans votre métier ? Alors je crois, et pourtant ça me donne du fil à retordre, mais je crois que ce qui m'éclate à un moment, c'est de travailler les budgets en fait. Et faut aimer ça. Oui, c'est terrible, mais mais et puis en fait je crois que la période du bilan est une période même si elle est un peu stressante, etc. C'est une période que j'adore parce que c'est un moment où les choses s'alignent, où tout ce qu'on a travaillé dans l'année, ce qu'on a projeté, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a supposé, les trucs sur lesquels on a fait des paris, deviennent réalité, et où on aligne les choses avec de la compta, ce qui là du coup on n'est plus du tout dans la supposition, on est dans quelque chose de fixe et de définitif. Et ça m'éclate assez quand ça marche. Ça m'éclate moins quand ça marche pas. Et quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre métier au quotidien, ou au sein du théâtre, ou dans le parcours même ? Les difficultés, c'est que selon à quel endroit on se situe, dans quel type de structure, et donc à quel point tous les rôles nous incombent ou pas, la RH, c'est quand même quelque chose de pas simple. Parce que ça peut nous mettre dans un rapport à l'autre qui est quelque chose de biaisé, parce que le rapport hiérarchique a toujours cet inconvénient, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on n'est pas sur un pied d'égalité
avec ses collègues, il y a forcément une forme de demande qui est invariablement non assouvie parce que ce n'est pas possible, et d'être celui qui dit que non, les choses ne sont pas possibles, que non, les augmentations ne sont pas possibles, que non, les adaptations de planning ne sont pas possibles, et des fois ça peut être compliqué. Alors, il faut savoir que le directeur précédent, c'était Mathieu Bauer, et il y a eu un changement de direction qui s'est fait en janvier 2022, et maintenant, c'est une directrice, et c'est Pauline Bail. Donc, vous nous avez dit que vous êtes arrivée en 2019. Vous avez vécu le changement de direction. Comment ça a affecté votre métier ? D'abord, ça nous a donné beaucoup de travail. Oui. Parce qu'il a évidemment fallu préparer et donner tout un tas de documents, de choses aux candidats au moment de l'appel à candidature, et inventer des budgets intégrant les propositions que pourrait faire quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Réussir à travailler sur un exercice budgétaire en laissant la place à la personne qui arriverait de pouvoir elle aussi proposer et faire des choses, ça a demandé quand même pas mal de boulot à un peu tout le monde ici, hein. Mais après c'est aussi hyper exaltant de voir quelqu'un arriver avec ses envies foisonnantes, on a fait au mois de janvier, donc elle est arrivée au 1er janvier. On a dû faire fin janvier des journées de séminaire de direction où elle a un peu jeté sur la table toutes les envies possibles du monde qu'elle avait. Il y en avait partout. Mais c'était chouette, c'était très chouette. Et du coup, vous êtes partie intégrante du processus de recrutement du prochain directeur ou directrice ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Absolument pas. La direction d'un CDN, c'est les partenaires publics qui prennent la décision. Nous, on ne fait que préparer tous les documents à leur remettre. Et on tient à la disposition de ceux qui sont shortlistés après, s'ils ont des questions avec cette règle d'or de dire que si on donne une information à l'un, on doit la donner à tous, etc. Mais c'est le jury est uniquement composé des tutelles qui nous financent pour notre fonctionnement. Donc l'État, le département et la ville. Alors justement, tout à l'heure, vous nous disiez que le TPM, c'était un CDN, donc un Centre Dramatique National. Est-ce que ça change beaucoup d'un poste d'administrateur au sein d'un théâtre privé ou d'une plus petite scène ? Oui. Qu'est-ce qui change alors ? Au-delà de l'équipe qui s'agrandit, je suppose. Oui, une question de taille d'équipe, évidemment, mais c'est aussi tous les labels ont un cahier des charges. Celui des centres dramatiques nationaux est quand même extrêmement lourd, il faut le dire. Et donc du coup, tout un chacun travaille évidemment à ce que nos cahiers des charges soient remplis, mais comment dire, ce n'est pas que mon travail que ça impacte, hein, mettons d'accord, c'est le travail évidemment de la direction en premier que ça impacte, mais par exemple les centres dramatiques nationaux, on a dans notre cahier des charges des pourcentages, des choses qui s'expriment en pourcentage il faut que notre activité représente plus de 50% de notre budget, qu'il faut que nos productions, les spectacles qu'on produit représentent plus de X% de notre budget d'activité, il faut que les spectacles qu'on accueille uniquement représentent moins d'eux, il faut qu'on ait X% de masse salariale artistique, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc ça demande une gymnastique effroyable au moment de la programmation, pour les équipes de programmation, d'essayer de penser une programmation qui ait du sens, mais qui intègre toutes ces données-là. Et après, ça demande à l'administrateur aussi toute une gymnastique pour remettre tout ça dans des tableaux improbables et pour pouvoir être capable de rendre des comptes. Et en fait, dans les CDN, on rend beaucoup de comptes. Beaucoup. Il y a plein d'autres endroits où on en rend aussi, mais objectivement, dans le théâtre privé, par exemple, on en rend beaucoup moins, puisque personne ne vous fixe de cahier des charges. Par contre, vous n'êtes pas sûr des sous que vous faites rentrer, évidemment. Donc c'est d'autres problématiques, mais c'est pas les mêmes. Hein.
Dans votre parcours en général, vous avez eu des moments où vous avez eu peur de ne pas boucler les budgets? Ah oui. Beaucoup. Oui, souvent, oui. Cette année, par exemple, oui. Ouais. Si, bah oui, évidemment, parce que alors moi, j'ai eu la chance de ne jamais être dans des endroits à qui on annonce des réductions de subventions. Donc ça, c'est vraiment toujours les très mauvaises nouvelles quand on a établi son budget et que d'un coup d'un seul, on vous le descend d'un tiers, je sais pas comment on fait. Hein. Mais après, en revanche, comme tout le monde, on a là, en ce moment, l'inflation générale, les hausses des prix de l'énergie, l'augmentation indispensable de la masse salariale qui du coup qu'on ne sait pas comment on couvre non plus. Est-ce que ça va résulter sur sûrement moins de programmation? Eh bien, c'est là tout l'enjeu, c'est que non. Parce que justement, nous avons toujours notre cahier des charges qui nous oblige à des proportions, etc. etc. Ouais. Vous avez les proportions qui ne bougent pas, mais le budget qui risque de... Voilà, c'est un peu l'idée qu'on n'a pas le droit de faire bouger les proportions, même si ça augmente. Donc, c'est sympa. Quelque part, ça sous-entendrait qu'il faudrait qu'on arrive à ce que le budget d'activité rentre encore plus d'argent pour pouvoir compenser Faut avoir une baguette magique en fait. En fait, c'est ça. C'est ça. Et ne pas hésiter si vous savez où la trouver. Et alors au TPM, du coup maintenant ça fait 3 ans que vous êtes là. 4 C'est ma 4e saison. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans ce théâtre-là? Qu'est-ce qui vous fait rester? Eh ben, j'avoue que j'étais comme tout le monde un peu inquiète du changement de direction aussi, et que j'ai hyper heureuse de l'arrivée de Pauline et de son projet et de sa façon de voir les choses, les gens, la vie, le théâtre. Donc ça fait partie des choses qui me donnent envie de rester. Ouais. Et puis je suis accompagnée de gens avec lesquels c'est agréable de travailler. Donc c'est dans un truc assez efficace, j'ai envie de dire. Donc, Alors un petit conseil, peut-être à ceux qui s'orientent dans des métiers culturels, que ce soit administrateur ou en tout cas dans les métiers de l'ombre artistique. De l'ombre artistique, parce que dans les métiers administratifs, par exemple, oui. C'est beaucoup plus fun que ce qu'on croit. Et objectivement, il faut, je pense, privilégier les endroits qui vous permettront de faire des stages, justement, parce que y a rien de plus concret que de vivre dans le monde du travail pour se rendre compte de ce qu'on y fait, en fait. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Guénaëlle, de votre temps. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pause Théâtre. Si vous nous suivez sur notre compte Instagram, vous savez qu'on a un peu réduit la voilure. Vous pouvez retrouver en échange des posts toutes les 2 semaines qui parlent de théâtre à la place des épisodes. On se dit à dans 2 semaines. Sur ce, des bisous.